Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. En 2010, Sophie Robert entame une longue enquête auprès des psychanalystes pour la réalisation d'une série documentaire. L'objectif est de savoir qui sont les psychanalystes aujourd'hui. Comment appréhendent-ils les découvertes scientifiques et l'évolution des mœurs ? Qu'ont-ils abandonné, conservé ou adapté de l'héritage de Freud et de Lacan ? Un premier film, Le Mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme, met en évidence le retard considérable de la France dans l'accompagnement de l'autisme. Il se répand de façon virale dans le monde entier en quelques jours avant d'être attaqué en justice par 3 psychanalystes lacaniens. Le film, d'abord censuré, sera réhabilité et sa réalisatrice dédommagée pour procédure abusive. Fruit de 12 ans d'enquête dans les milieux psychanalytiques, son premier livre, La psychanalyse est-elle une secte?, est une anthropologie de la psychanalyse. Lecture fondamentaliste de Freud et Lacan, hostilité structurelle à la science, misogynie viscérale et manque total d'empathie à l'égard des victimes de violences sexuelles. D'où viennent ces idées ? Comment sont-elles utilisées ? Et pourquoi sont-elles conservées et inchangées envers et contre tout ? Chromosome B. Sophie Robert, vous êtes réalisatrice, productrice de documentaires et d'émissions dédiées aux sciences humaines avec un focus sur le handicap cognitif, les sciences de l'éducation, la psychologie et la psychiatrie fondées sur les preuves. C'est une notion d'ailleurs qu'on retrouve dans la description de votre chaîne Dragon Bleu TV où depuis 2016, vos émissions ont à cœur de mettre en valeur la science dans les sciences humaines et apporter un éclairage cognitif sur les phénomènes de société. Vous publiez aujourd'hui un premier ouvrage, La psychanalyse est-elle une secte ? Fruit de 12 ans d'enquête dans les milieux psychanalytiques, une anthropologie des fondamentalistes du freudo-lacanisme. Sophie Robert, bonjour. C'est impossible de vous rencontrer une première fois sans évoquer cette drôle de relation que vous avez avec les psys. Sophie Robert, vous envisagiez d'ailleurs d'être psychanalyste, puis vous y avez renoncé, tout en gardant, dites-vous, une passion pour la psychanalyse. Alors, les psychanalystes acceptent de s'exprimer devant votre objectif, puis certains bondissent dès que vous diffusez votre travail. Je pense notamment à l'un de vos tout premiers documentaires qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait Le Mur, qui était consacré à l'autisme. Alors, que révélait ce film et qu'est-ce qui se passe avec les psys qui vous parlent ? En 2009, en fait, j'ai commencé mon travail en 2009. Je voulais réaliser une longue série sur la psychanalyse, sur les freudo-lacaniens, je précise, parce que les gens pensent au jungisme, rien à voir avec Jung. Là, c'est vraiment sur le freudo-lacanisme. Et mon idée, c'était de faire une série longue et approfondie, un petit peu à l'image de Corpus Christi, de la série de Prieur et Mordillas sur les origines du christianisme. Et du coup, par la bouche des psychanalystes, je les amenais à décoder en fait leurs théories et leurs pratiques. Et moi, je faisais un petit peu la béotienne éclairée, mais pour qu'on arrive à comprendre, parce qu'en fait, ils restent toujours, mais moins aujourd'hui, mais ils étaient omniprésents dans les médias, dans la culture, dans les universités, bien au-delà de la psychologie et la psychiatrie, et en même temps avec un discours complètement opaque, obscur, incompréhensible. Donc ma démarche, c'est de dire on va clarifier tout ça. Et je leur demandais de s'exprimer en assumant la dimension politiquement incorrecte de leur théorie, de ne pas me faire du Marie-Claire du magazine féminin, mais de dire on va parler franchement. Mais on va avoir le temps de s'exprimer pour une série longue. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé plusieurs années. J'ai rencontré 52 psychanalystes. J'en ai filmé une vingtaine, des interviews très longues, pour préparer toute une série approfondie. Et qui a failli d'ailleurs être sortie sur Arte. Malheureusement, bon, je passe les détails, mais ça ne s'est pas produit. Mais j'ai extrait en fait un premier film de ce projet de série qui s'appelle Le Mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme, dans lequel ils expriment leur point de vue sur l'autisme. Et au départ, je n'étais pas du tout dans une démarche... je pensais confronter les anciens et les modernes en fait. Voilà, et je pensais qu'il y avait forcément... la psychanalyse avait forcément évolué. Il y avait forcément des personnes aussi orthodoxes, il y en a dans tous les mouvements, et je pensais confronter les uns et les autres. Et puis je suis tombée de ma chaise un certain nombre de fois, et voilà. Et c'est comme ça que c'était la jeunesse du projet.
Alors, vous avez choisi les relations de la psychanalyse avec l'autisme et vous y avez révélé ses limites, je pense. En tout cas, vous entriez dans cette réalisation avec une intention. Qu'est-ce que vous expliquiez à vos interlocuteurs? Ça, je le raconte dans mon livre. En fait, c'est toute la genèse en fait de ce projet, de ma propre découverte de la psychanalyse, comment ça a évolué au fil des années et comment je suis tombée, mais totalement par hasard, dans l'autisme. En fait, il faut savoir que au départ, ce sont les psychanalystes qui m'ont parlé d'autisme, les premiers. C'était absolument pas un objectif, mais au départ, mes questions n'étaient pas du tout orientées là-dessus. Mais il faut savoir que de manière extrêmement schématique, pour un psychanalyste orthodoxe, ils sont pas tous aussi frappadingues aujourd'hui, mais quand même, majoritairement, soit vous allez bien, soit vous êtes une névrosée classique, poids moyen, parce que pour un psychanalyste, personne ne va bien, c'est pas possible. Donc, vous êtes névrosé, mais vous arrivez à fonctionner. Donc, ça veut dire que vous êtes sous l'influence du père, vous êtes sous l'influence de rôle paternel. Soit vous avez un vrai problème dans la vie, quelle que soit la nature de ce problème, mais un gros problème de maladie chronique, de dépression chronique, de troubles neurodéveloppementaux, tout ce que vous voulez. Ça veut dire que vous êtes sous influence de la mère, influence maternelle. C'est la mère crocodile qui vient, ce qui est le repoussoir, le diable qui vient combattre la civilisation et le langage dans la tête de l'enfant. C'est aussi simple que ça, c'est aussi bête que ça. Et à l'époque, si vous voulez, les psychanalystes ne connaissaient de l'autisme que les gamins avec déficience intellectuelle, ou d'ailleurs pas forcément d'ailleurs, mais surhandicapés par le fait d'être enfermés dans des institutions qui sont maltraitantes et où on ne va pas chercher à les aider à compenser leur handicap pour se développer. Et du coup, c'est la personne qui se tape la tête contre les murs, qui est dans un état de déficience lourde. Et ils utilisaient en fait cette image pour montrer, ça c'est le pire du pire, quand la mère a été dans la toute-puissance, quand le père n'est pas venu faire civilisation pour me faire barrage à la toute-puissance maternelle. Donc c'était comme ça. Et j'ai rencontré... ça m'a tellement choquée en fait que par différentes circonvolutions, mais que je raconte dans le livre, j'ai rencontré des associations dédiées à l'autisme, et notamment Autisme sans frontières. Vincent Gerhardt, à l'époque, était président d'Autisme sans frontières. Et en fait, je l'ai rencontré pour lui raconter ce que j'entendais, parce que ça me faisait tomber de ma chaise. Et à un moment donné, j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un qui comprenne ce que j'entende. Et aussi parce qu'il était rédacteur en chef d'Ardèche Chabot, il travaillait à France Télévisions. Et je me suis dit, peut-être que par son intermédiaire, je pourrais avoir une entrée, en fait, à France Télévisions. Et il m'a dit, ça, oubliez, c'est pas possible, ils sont tous sur le divan, ou presque. Mais nous, ça nous intéresse. Nous, association de parents d'enfants autistes, ça nous intéresse. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans un engrenage, en fait, mais très positif. Et j'ai découvert après coup, donc j'ai extrait en fait ce qui parlait d'autisme de la masse d'interviews que j'avais réalisées, et puis l'objectif c'était de continuer à faire une série, et j'ai découvert en fait l'envers du mur, de l'autre côté du mur, ce qui se passait en fait après coup, et toutes ces péripéties, et c'est énormément une magnifique rencontre de vie humaine à la suite de la diffusion de ce film. La psychanalyse est-elle une secte? C'est le premier livre que vous publiez, Sophie Robert, avec une question qui suggère un peu la réponse. Alors, on pense au livre noir de la psychanalyse, au crépuscule d'une idole de Onfray. Où est-ce que vous situez par rapport à ces ouvrages? Et qu'est-ce qui vous a décidé à écrire plutôt qu'à continuer sur votre média de prédilection? En fait... c'était important de témoigner aussi par écrit de l'envers, de tout ce qui s'est passé en fait, parce qu'on m'a demandé mais des milliers de fois, je ne compte pas, les centaines de milliers de fois, on m'a dit raconte-nous et comment ça s'est passé, et puis il y a des gens qui essayent de raconter n'importe quoi par rapport à ce qui s'est passé, donc je pense que c'était important à un moment donné, mais 10 ans après, les événements, c'est quand même 10 ans après, les choses se sont décantées, de faire un tri et puis de boucler une tranche d'histoire. Mais pour la petite histoire, il faut savoir que c'est tout le paradoxe. Je vous ai dit, moi je suis arrivée en béotienne dans cette aventure, je voulais confronter les anciens et les modernes, mais je me situais du côté d'une personne qui avait caressé à un moment donné l'idée de devenir psychanalyste, et donc j'étais complice avec la démarche, critique mais complice, et en fait moi être assis toute la journée à écouter des gens, c'est absolument pas pour moi je tiens pas en place, donc j'ai besoin d'avoir un métier actif, créatif, donc j'étais pas du tout faite pour être psychanalyste, même psy, n'importe quoi, psy c'était pas possible pour moi, mais par contre la matière en elle-même m'intéresse énormément, elle me passionne, et du coup, et le paradoxe c'est que ce sont des psychanalystes eux-mêmes les premiers au cours des repérages qui ont évoqué le mot secte. Ça, je le raconte dans mon livre. C'est très paradoxal. Et c'est eux qui m'ont dit, écoutez, il y a des choses qui vont pas chez nous en tant que mouvement, on n'arrive pas à s'amender, c'est choquant, mais c'est bien de faire ce que vous faites, allez-y, il faut creuser là-bas. C'est paradoxal, De l'autre côté, j'ai commencé à interviewer des personnes dont j'avais les livres chez moi et qui étaient encore en vie, et c'était les premières personnes que j'interviewais. Je suis tombée de ma chaise, ma mâchoire se décrochait un nombre incalculable de fois, je me suis dit, mais c'est pas possible.
Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Je suis tombée par hasard sur une bande d'extrémistes, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai fait un travail beaucoup plus approfondi que celui que je pensais faire au départ, parce que quand vous réalisez un documentaire, vous interviewez, vous rencontrez 10 personnes, vous en interviewez 5 et c'est bon. Là, j'ai rencontré 52 personnes par plusieurs fois. C'était un énorme travail. Et comme il y a eu 8 années de procédure judiciaire, que j'ai fini par tout gagner, hein, mais c'était... voilà. Donc j'ai fait 2 films finalement, avec toute cette masse d'interviews. J'ai réalisé en 2018, Le phallus et le néant, qui est à partir de la même masse d'interviews, mais qui est un film de long métrage qui est consacré à la théorie sexuelle de psychanalyse. Et en fait, tous les interviews que j'ai réalisées, en fait, je me suis rendu compte en les faisant que c'était ça va aller au-delà de faire un film, c'est de la matière historique, en fait. C'est une matière sociologique qui est très importante. Et c'est aussi ça que j'exprime dans le livre, en m'appuyant sur les propos des psychanalystes, sur des interviews qui ont été faites. Et ça, c'est très important. C'est une matière sociologique. C'est pour l'histoire, en fait. C'est vraiment pour l'histoire. Chromosome B. Alors, le religieux dit je sais tout et je vais vous expliquer. Le scientifique dit je ne sais rien, mais je vais chercher à comprendre. Où est-ce que se situe la psychanalyse, en tout cas freudo-lacanienne, sur cette échelle, Sophie Robert? C'était la grande surprise pour moi. C'est-à-dire qu'au départ, je me disais, mon projet, il va être impossible parce qu'il n'y a pas une psychanalyse, il y a des psychanalyses, même au sein des freudo-lacaniens. Il y a des courants qui n'arrivent plus à communiquer entre eux, etc. Qu'est-ce qui unifie tous ces gens-là? Est-ce que c'est réalisable? Bon, j'y suis allée. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les psychanalystes se reconnaissent entre eux la qualité de psychanalyste, bien qu'ils se déchirent sur... Je parle des orthodoxes, hein, on est bien d'accord, psychanalystes orthodoxes. Bien qu'ils se déchirent sur une quantité phénoménale de détails cosmétiques de la théorie, ils se reconnaissent entre eux à travers la croyance, en fait, la foi en la théorie sexuelle. La théorie sexuelle, c'est le complexe d'Oedipe, cette histoire de primat du phallus, le complexe d'Oedipe, la femme définie par l'envie du pénis, et l'envers de cette pièce, c'est-à-dire la notion de maternité pathogène. Le fait que la femme en soi, et notamment en tant que mère, est fondamentalement, ce serait un processus anti-civilisationnel, créateur de tous les dérapages civilisationnels et puis toutes les pathologies psychiatriques, du fait d'avoir un corps de femme. Et ça, c'est des trucs, ça m'a scotché, mais à un point, et on ne se rend pas compte, parce que c'est la dynamique, en fait, la dynamique de leur vision de la pathologie. Est-ce que, Sophie Robert, ce sont les professants plus que la théorie qui vous ont rendu critique au départ? Je fais référence à ce que vous appelez des descriptions de théories et de pratiques délirantes. Vous en parlez dans un chapitre qui s'appelle « Une ethnologie de la psychanalyse » qui débute votre livre. Par ailleurs, vous évoquez votre rencontre avec l'école de la cause freudienne, le temple du lacanisme. Est-ce que c'est les professants qui vous ont rendu critique avant tout, avant la théorie? Tout à fait, mais il y a 2 choses. Dans n'importe quel domaine de la pensée, il faut toujours contextualiser un enseignement, une théorie, etc. Je ne pense pas qu'on puisse tellement reprocher à Freud ou à Lacan d'être des hommes de leur époque. Par contre, ce qui est profondément choquant, c'était que en 2009 et en 2010 et aujourd'hui en 2023, que des gens continuent à défendre, en fait, et à refuser de bouger cette espèce d'édifice comme si c'était un monument historique, et qui devrait rester actif contre le réel. Donc moi, j'étais partie du principe que les psychanalystes avaient forcément évolué, et je voulais témoigner justement de cette évolution. Je leur posais la question, qu'est-ce que vous avez gardé, qu'est-ce que vous avez abandonné, qu'est-ce que vous avez adapté de l'œuvre de Freud et Lacan? Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils s'étaient repliés sur eux-mêmes, avec l'évolution de l'histoire, l'évolution des sciences et des mœurs. Leurs théories est de plus en plus en porte-à-faux. Enfin, c'est un grand écart inatteignable. Et en fait, ils ont cherché à la défendre envers les orthodoxes, hein, les fondamentalistes, mais qui sont malheureusement les plus puissants, les plus nombreux, cherchent à la défendre envers et contre tout, contre l'évolution, contre les découvertes des sciences et l'évolution des sociétés. Donc ça, quel que soit le fondement des théories, en soi, c'est choquant. Et le deuxième aspect, c'est que la dynamique, en fait, il y a une dynamique presque justement sectaire, au sens où, comme si le cœur de la théorie, c'était de remettre en question les barrières, les fondamentaux, remettre en question la réalité, créer du chaos, créer un espèce de chaos intellectuel. Ce qui était très à la mode dans les années 60-70, hein, mais c'est cette espèce de désir de chaos intellectuel, de prêter au bébé des intentions sexuelles et de considérer que, refuser
pour rester dans l'hétérosexualité classique, refuser la possibilité qu'il puisse exister une harmonie sexuelle entre hommes et femmes, refuser à une femme la notion d'être sexué, désirant, désirable, etc., mais désirant et désirable, mais par contre le prêter des intentions au bébé fille, hein, ou au bébé garçon, bébé fille, enfin c'est des trucs complètement délirants, et considérer que la maternité en soi, mais même l'amour paternel, ça va jusque là, puisse être criminogène. Et par contre, inversement, le père peut faire n'importe quoi, il peut commettre toutes les transgressions, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, du moment que c'est le père, il est respecté, tout va bien. Et alors, c'est comme une recherche de jouissance de la transgression et de construire une théorie qui, en soi, elle est profondément toxique. Quand on la prend au pied de la lettre, et il y a des psychanalystes qui la prennent au pied de la lettre, il y en a qui la remettent un peu à distance, mais ça revient des fois, enfin, ils l'ont pas remis en question, de toute façon. Hein. Personne, au sein de la psychanalyse, de mouvement, ne l'a remis en question officiellement. Hein. Mais donc, en soi, c'est toxique, mais c'est profondément insultant et dangereux. Enfin, je veux dire, pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, pour toutes les personnes, en fait. Et puis, alors, les personnes homosexuelles aussi qui peuvent s'être malmenées sur le divan par leur psychanalyste. Les femmes, les victimes de violences sexuelles, enfin, c'est très compliqué. Il y a aussi le rejet de la science, et puis le fait d'avoir cette corpus théorique et de le plaquer sur toutes les situations. Voilà, c'est le plaquer surtout contre le réel. C'est une guerre contre le réel. On défend la théorie, une théorie complètement obscurantiste contre le réel. Et ça, c'est extrêmement toxique, en fait. Sophie Robert, au centre de votre livre, vous adressez ces deux grandes théories fondatrices dont vous parlez en ce moment, le complexe d'Oedipe, la maternité pathogène. Mais d'où est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez en tant que scientifique? Est-ce que vous parlez en tant que patiente, ex-patiente, que journaliste? Est-ce que vous parlez en tant que femme, puisque vous dites avoir une opinion tranchée sur le sujet aujourd'hui, mais que ce n'était pas toujours le cas, et vous parlez aussi d'une approche, de votre approche philosophique des sciences humaines. Donc, d'où est-ce que vous parlez dans cette réaction? Et on vous sent très animé sur certains aspects des théories freudo-lacaniennes. Alors moi, je me positionne je suis documentariste. Hein, donc un documentariste, c'est quelqu'un qui fait une enquête. Je suis journaliste en fait. Je suis une journaliste qui traduit ses réponses en fait et ses propos par du matériel vidéo audiovisuel. Mais j'ai fait une enquête de repérage et il se trouve que j'ai découvert en faisant ce travail sur la psychanalyse et puis sur bien d'autres sujets. Après j'ai découvert les problématiques posées par l'enseignement non scientifique de la psychologie, de la psychiatrie, et tous les problèmes que ça peut poser, etc. Et l'importance de mettre en valeur la psychologie et la psychiatrie fondée sur des preuves et de remettre de la science dans les sciences humaines. Comment dire? Pour dire les choses de manière simplifiée, j'aime pas le bullshit en fait. Vous voyez, je suis un peu allergique au bullshit. Et l'enfumage intellectuel, non, moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de dénouer les plots. Et quand on me dit vous n'avez pas le droit de comprendre, vous ne pouvez pas comprendre, etc., moi j'ai besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Et je pense que c'est assez sain. Et je pense qu'il y a une dimension paradoxale en psychanalyse. Vous êtes sur le divan, vous êtes censé tout dire. Vous êtes censé pouvoir tout dire. Et puis en fait, en réalité, c'est pas vrai, malheureusement. Et en fait, il y avait en face des personnes qui sont silencieuses, ou quand ils s'expriment de manière totalement opaque, alors qu'elles sont omniprésentes dans les médias. Et ça, je trouve que c'est un paradoxe à la fois passionnant, en termes de réalisation, c'est un paradoxe passionnant, mais je dis non, on va dénouer la plotte, là, qu'est-ce que vous pensez vraiment? Il y a quoi dans votre tête aujourd'hui? Il y a une contradiction absolue entre cette espèce d'exigence d'omnipotence et toute puissance des psychanalystes sur tous les sujets et l'opacité absolue de leur discours. Et donc j'ai découvert, chemin faisant, à quel point ils étaient dans le rejet de la science, en fait, de toute cette démarche sectaire. Donc voilà, et évidemment, moi je suis aussi une femme et je suis féministe. Il y a pas mal de gens qui ont fait avant moi un travail donc les auteurs du livre noir de la psychanalyse. Vous avez des gens comme Jacques Van Rillard et d'autres personnes qui sont d'anciens psychanalystes qui se sont déconvertis, qui ont fait un travail d'analyse du discours psychanalytique et un travail historique qui est fondamental. Mais ce sont des hommes pas de la même génération en fait, vous voyez, donc on n'est pas forcément sensible aux mêmes choses. Et moi j'étais plus alertée par un certain nombre de domaines. C'est aussi dire que les psychanalystes se sont pas forcément exprimés vers moi comme ils se sont exprimés envers d'autres personnes.
Et j'ai voulu creuser ce truc extrêmement scandaleux. Je suis concernée par les problématiques de victimes sexuelles. Je dis concernée à titre intellectuel, je ne suis pas concernée personnellement. Mais je pense que c'est des domaines sur lesquels il faut absolument investiguer. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi il y avait autant de difficultés pour les personnes victimes à se faire entendre et à pouvoir réclamer, faire entendre en justice, et qu'est-ce qui faisait des blocages aussi énormes pour des choses aussi fondamentales que la protection de l'enfance. Et tout ça, c'est lié en fait. Tout ça, c'est lié. Donc, je fais des enquêtes en fait. Quand on est documentariste, on est journaliste, on fait des enquêtes. Et j'ai mené mon enquête. Voilà. Chromosome B. Sophie Robert, qu'est-ce que c'est que le freudo-lacanisme? Puisque vous le disiez avant, vous ne parlez pas d'autres écoles de pensée, je pense à Jung ou des choses comme ça. Vous êtes vraiment consacré à cette école-là, enfin ces deux écoles qui, on a l'impression, sont deux courants qui ont besoin l'un de l'autre, même si c'est pour s'opposer. Alors en fait, la psychanalyse a été créée par Sigmund Freud à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle en fait. Elle aurait pu disparaître à la mort de Freud ou quasiment en fait dans les années 50-60. Il se trouve que un psychanalyste français, Jacques Lacan, lui a fait pénétrer en fait la psychanalyse en France à rebours du reste du monde, alors qu'elle commençait à disparaître dans le reste du monde, et lui a donné un tour de vis encore plus dogmatique et sectaire, avec ce côté brillant. Enfin, c'est un vrai gourou, c'est un personnage brillant, iconoclaste, charmeur, etc. Et complètement délirant. En fait, Freud, c'était quasiment féministe par rapport à Lacan. Et voilà. Et donc, c'est une situation paradoxale. Et au départ, je pensais que ces courants étaient complètement différents. Je pensais que les freudiens étaient beaucoup plus raisonnables que les lacaniens, en particulier que les néo-lacaniens. Mais en réalité, non. Il faut savoir que, comme je vous ai disais tout à l'heure, les psychanalystes, qu'ils soient freudiens ou lacaniens, se reconnaissent entre eux sur le corpus théorique que je décris dans mon livre, sur les notions de sexualité infantile et de maternité pathogène. Et ça, c'est quelque chose qu'ils partagent entièrement. Et plutôt, les lacaniens, c'était tellement dogmatique et violent entre eux qu'il y a eu des défections. Beaucoup de lacaniens, en fait, sont partis des cercles lacaniens, ils sont entrés dans les cercles freudiens, dans lesquels ils ont importé leur notion de forclusion du nom du père, de mère crocodile etc. Et qui a infusé dans tout leur regard sur les pathologies, en fait, sur les pathologies psychiatriques, ce qui n'était pas le cas des freudiens au départ. Parce que pour Freud, au départ, en fait, la psychanalyse, ça s'adressait à des gens qui vont bien, pour apprendre à se connaître, et puis c'était tout. Il fallait surtout pas chercher à soigner, ce qu'il disait Freud, des gens qui avaient des vrais problèmes avec ça. Donc c'est Lacan qui a importé cette notion que les femmes sont pas seulement névrosées constitutionnellement, mais pathogènes constitutionnellement, et qu'elles ont une responsabilité dans toutes les pathologies psychiatriques et civilisationnelles, etc. Et comme les lacaniens partaient des cercles lacaniens, ils sont rentrés chez les freudiens. Et moi, j'ai entendu en repérage des tas de freudiens me disant « Je ne suis pas lacanien, mais je suis tout à fait d'accord avec Lacan lorsqu'il dit que… » 3 petits points. Et en fait, il décrivait le noyau, le corpus fondamental qui fait que cette dimension sectaire, en fait, de ce regard d'une violence hallucinante sur la maternité, sur la féminité, et sur la sexualité en général, qui endobe aussi la sexualité masculine. Sophie Robert, c'est un livre de plus de 500 pages où vous exposez votre expérience humaine, votre expérience de journalisme, et puis aussi vous entrez vraiment dans la théorie, dans la réflexion théorique. Vous parlez d'une pratique fondée sur les preuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, vous parlez de déconstruire pour reconstruire ensuite. Pour l'instant, ces deux écoles, elles semblent dominer. Encore aujourd'hui, autour de nous, beaucoup de psychothérapeutes, d'analystes, mais aussi beaucoup d'analysants semblent ne connaître de chemin que ces écoles-là. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans votre proposition pour toutes ces personnes-là? Voilà. Tout d'abord, je cherche à faire en sorte que les gens puissent comprendre. La psychanalyse, c'est très important de la comprendre. D'abord, on ne peut se défendre que contre ce que l'on connaît. C'est-à-dire que tant qu'une théorie, et même si elle est connue comme toxique, mais si on n'a pas compris ses tenants et aboutissants, elle reste extrêmement mortifère.
Et je pense que ça va aider aussi les psychanalystes eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au milieu du gué. Je vous ai dit tout à l'heure, les premières personnes à avoir parlé du mot secte devant moi par rapport à la psychanalyse sont des psychanalystes eux-mêmes, en disant on n'arrive pas à investiguer, on n'arrive pas à se défaire des relations transférentielles sur le divan, on n'arrive pas, c'est extrêmement violent les relations entre psychanalystes, donc il faut que, quelque part, c'est moi, je suis un peu au milieu du gué, il fallait une personne extérieure pour faire le tri, en fait. Et je pense que les psychanalystes qui ne sont pas orthodoxes, qui ont un peu de liberté, qui sont capables de parler avec des collègues qui ont une appréhension scientifique de la vie psychique, ils ne se rendent quand même pas compte à quel point leurs collègues orthodoxes peuvent être toxiques et délirants dans leur vision du monde, quoi. Donc il faut faire le tri. Et pour se défendre de tout ça. Et par ailleurs, les psychanalystes qui tiennent à leurs fondamentaux freudo-lacaniens comme si c'était coulé dans le marbre, prétendent qu'on ne peut pas avoir une approche scientifique de la vie psychique, de la vie mentale, ce qui est complètement faux. Et bien sûr, ils caricaturent la démarche en disant vous mettez des électrodes, vous vous transformez en robot, ça n'a rien à voir. Il y a la matière psychologie, psychothérapie, elle est passionnante en soi. On a aujourd'hui un siècle de recul sur les thérapies cognitives, sur les thérapies comportementales d'abord, cognitive après. Il faut savoir que le cognitivisme a été créé par des psychanalystes qui ont abandonné la psychanalyse. Vous avez Aaron Beck, Albert Ellis, qui étaient des gens formés à la psychanalyse. Ils se sont dit, ok, objectivement, ça marche pas. Je reste fondamentalement psychologue et donc on va développer d'autres outils. Et effectivement, on fait des analyses comparatives et on arrive à comprendre. On travaille avec des chercheurs pour savoir on comprend le cerveau. On travaille avec des comportementalistes qui nous permettent de comprendre comment fonctionne la matière humaine. Et c'est pas du tout quelque chose qui enferme, c'est pas du tout, au contraire, c'est quelque chose qui est fondé sur le doute, mais sur la construction de certitudes et d'une vision qui permet d'avoir une vision médicale et scientifique, c'est-à-dire de soigner, d'améliorer les gens. Et ça, c'est passionnant. Mais pour que les gens puissent aller dans cette démarche-là, il faut aussi qu'ils puissent déconstruire. Parce qu'on ne peut pas être darwinien et créationniste en même temps. Ça ne marche pas. Il y a de l'espace de cerveau qui n'est pas compatible entre eux. Donc, il faut pouvoir déconstruire le platisme avant de pouvoir entrer dans la démarche scientifique. Votre titre est assez audacieux, je vais dire ça avec un mot qui me vient un peu spontanément. Puisque vous parlez de secte, vous n'utilisez pas ce mot à la légère, puisque vous consacrez une partie du livre à Miviludes, c'est-à-dire un observatoire des sectes en France. Donc vous êtes tout à fait sérieuse quand vous posez cette question-là. Qu'est-ce qu'une secte, Sophie Robert ? Les personnes qui travaillent sur les phénomènes sectaires ont mis en évidence depuis une vingtaine d'années l'évolution des sectes. Alors, traditionnellement, quand on pense secte, on pense un gourou qui a une influence directe sur un groupe d'adeptes dans un décorum un peu kitsch, un peu délirant, voilà. Mais en réalité, tous les gourous disparaissent et beaucoup de sectes survivent à la disparition de leur gourou à travers le développement d'un espèce de clergé, entre guillemets, en réseau. Et ce qu'ont observé les personnes qui travaillent sur le milieu des sectes, c'est le développement énorme des sectes psy, d'une manière globale. Et ça va au-delà de la psychanalyse. Hein. C'est vraiment le développement à travers les problématiques de développement personnel. Le secte psy, vous avez des personnes qui font recevoir un enseignement sectaire et qui deviennent gourous à leur tour. Et donc une prolifération de sectes en réseau. Et ça, c'est très fondamental. Et donc, ils ont émis un certain nombre de repères qui permettent à des personnes qui seraient dans le milieu médical ou dans le milieu psy victimes de ces problématiques pour pouvoir comprendre, en fait, prendre du recul pour leur situation. Et donc, il y a la notion de suggestion, de déstabilisation mentale. Alors, je ne les ai pas toutes sous les yeux, mais je les ai listées justement dans mon livre et je reviens dessus à la fin. Un jargon et le fait d'utiliser le langage dans un sens qui est complètement différent de l'acception courante, le fait de ne plus avoir de liberté et d'autonomie en fait de penser. Quand la personne est complètement... Le caractère exorbitant des exigences financières, il y a toute une série en fait d'éléments qui sont basés sur la déstabilisation mentale qui découlent et qui permettent de prendre du recul. Et du coup, je les expose. Et ça va bien au-delà de la psychanalyse, mais je montre, en fait, à travers cette déconstruction des propos des fondamentalistes, des théories et des pratiques fondamentalistes, des fondamentalistes du freudo-lacanisme, que ça correspond quasi point par point à ces éléments-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que des psychanalystes eux-mêmes m'ont parlé de sectes au tout début de mes repérages, alors que j'étais très très loin d'imaginer ce que j'allais découvrir. Chromosome B.
Alors Sophie Robert, on doit conclure. J'ai 2 dernières questions. Vous publiez aux éditions Hendrik B, dont on sait qu'il laisse la parole à justement des pratiques différentes de la thérapeutique psychologique. Est-ce que c'est par hasard? Et ça amène cette dernière question, c'est qu'est-ce qui nous reste pour affronter nos croyances et nos émotions si on veut prendre la distance avec les modèles qu'on vient de décrire? Alors oui, les éditions Hendrik B, je remercie énormément mon éditeur. Si vous saviez à quel point c'est compliqué de publier un bouquin critique de la psychanalyse en France, c'est vraiment la croix et la bannière. C'est vraiment difficile. Hein. Donc voilà, vous avez la réponse. C'est pas évident de s'affranchir de ce... Il y a des personnes qui s'ouvrent, par exemple chez Odile Jacob, vous avez un petit peu beaucoup de psychanalyse encore, mais elle donne aussi beaucoup de place aux psychologues scientifiques, mais avoir un propos qui soit dissident aujourd'hui et critique et l'assumer, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui nous reste pour affronter nos croyances et nos émotions? Mais toute la psychologie scientifique, psychothérapie. Alors, faites un tour sur Dragon Bleu TV, hein, dragonbleutv.com, c'est simple. J'ai fait des émissions, déjà après avoir dénoncé la prise en charge orthodoxe psychanalytique de l'autisme. Qu'est-ce qui se passe quand on prend en charge correctement des enfants autistes? Et après, j'ai fait un certain nombre d'émissions et de films et d'émissions sur la psychologie scientifique, la psychologie, la psychiatrie fondée sur les preuves. Donc, vous avez les fondamentaux des thérapies cognitives et comportementales. Là, j'ai fait toute une série sur le trauma, sur le trouble dissociatif de l'identité, le stress post-traumatique. Et à chaque fois, j'invite des psychologues et des psychiatres qui sont des TCC, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent la psychologie, la psychiatrie fondée sur des preuves, c'est-à-dire un corpus d'outils qui sont fondés sur des preuves, qui sont scientifiques et qui sont remis en question en permanence. C'est ça l'intérêt du truc, c'est pas de faire des TCC pour faire des TCC, c'est d'avoir une approche critique permanente avec une recherche de résultats et d'approfondissement des connaissances. Je voulais vous dire un truc aussi, il y a un danger sur le divan quand vous allez... Parce que le principe d'une psychanalyse orthodoxe, c'est de fabriquer un psychanalyste. Hein, c'est de vous faire ruminer en permanence. La rumination incessante de trauma, c'est quelque chose qui rend malade. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, qu'est-ce qui reste? Mais il reste tout, en fait. C'est très important, notamment, je vous invite à vous intéresser à la 3e vague des TCC, les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles. Donc, vous avez une émission sur Dragon Bleu TV sur l'acte, acceptation et commitment therapy, et vous avez différents éléments sur la MBCT qui sont justement des éléments qui permettent de comprendre comment que c'est pas les événements en fait qui nous rendent malades, c'est notre rapport aux événements, et c'est quelque chose qui est extrêmement up to date et très novateur, et pas novateur d'ailleurs, hein, mais enfin, c'est les personnes qui sont engluées dans la psychanalyse n'ont absolument pas d'idée ils ont une vision complètement caricaturale de la psychologie qu'on fait sur les preuves, et c'est vraiment important de se rendre compte de ce que c'est en réalité pour apprendre à vraiment se connaître et pas se faire imbiber d'une théorie antédiluvienne. Voilà. La psychanalyse est-elle une secte? C'est votre livre aux éditions Hendrik B, Sophie Robert. Comme introduction, peut-être ensuite d'aller enrichir à travers votre expérience sur votre canal. On le trouve sous forme de site internet, mais aussi sur YouTube, Dragon Bleu TV. Sophie Robert, j'ai pour tradition de terminer sur une maxime, un proverbe qui pourrait caractériser un peu soit votre état d'esprit du moment, soit votre relation au monde. Quel serait-il? Alors, c'est pas un proverbe, c'est un aphorisme lacanien. Et justement, l'effet gourou de Lacan, c'est de fonctionner en aphorisme. C'est des phrases qui sont complètement hermétiques et qui ont pour effet de faire de la suggestion intellectuelle. Et ça, je l'explique en détail dans mon livre. Et notamment, et ça montre la dimension sectaire et l'espèce de jouissance de la transgression de Lacan, c'est le réel et ce qui n'existe pas. Voilà, quand vous êtes dans le rejet, vous construisez un édifice théorique qui est dans le rejet du réel, on est vraiment complètement dans la dimension sectaire et dans le fait de dresser les gens, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est du dressage, hein, d'analysant, à développer un arsenal idéologique contre la réalité. Et mon livre, c'est un retour du réel. Voilà, le réel revient et n'ayez pas peur du réel, n'ayez pas peur de la réalité. Voilà. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.